Chapitre 9. Le fardeau de Rémus. Rémus! Hé, Rémus! Pour la deuxième fois de la nuit, Rémus se réveilla en sursaut et constata qu'Aurelius Watson, un autre élève de 5e année, était en train de lui pincer le bras pour l'extraire d'un profond sommeil. Excuse-moi de te déranger, chuchota Aurelius à toute vitesse, visiblement embarrassé de le surprendre en train de dormir avec 3 autres personnes. Dumbledore te cherche. Il voulait te voir. Rémus se redressa un peu. Il avait mal à la gorge, James l'écrasait de tout son poids, et les cheveux trempés de Sirius lui chatouillaient les narines. « Dumbledore veut me voir ?» répéta-t-il un peu hébété. Aurelius s'acquiesça, et Rémus sentit aussitôt la panique le submerger. Cela avait forcément un rapport avec le fait qu'ils avaient enfreint un nombre incalculable de règles au cours des dernières heures. Auraient-ils été surpris, observés, suivis ? Et pourquoi Dumbledore ne souhaitait s'adresser qu'à lui ? Peut-être pensait-il que c'était lui qui avait dirigé cette opération, qui avait guidé ses amis jusqu'à la cabane hurlante. Quelle heure est-il ? Bientôt 11 heures. Oh là là, merci Aurelius, je vais me lever. Le garçon opina du chef, laissa tomber les rideaux rouges et or du lit de Rémus et s'éloigna discrètement. Poussez-vous un peu, pesta Rémus en bousculant ses 3 amis pour s'extraire de son lit. Je dois me préparer. Grrr, grogna Peter en lui tournant le dos. Sirius ne remua pas d'une oreille, et James passa un bras autour de lui pour le retenir. « Ne pars pas, Evans, » marmonna-t-il dans son sommeil. « Moi, c'est Rémus, » répliqua-t-il en s'arrachant à son étreinte. James s'éveilla en sursaut, et après quelques instants de confusion déçue, son visage s'illumina. « Ah, les amis, dites-moi vite, est-ce qu'on a rêvé de la même chose ?» À côté de lui, Sirius renifla et passa une main dans ses cheveux mouillés. « Je crois bien que oui, » gémit-il. « Mon dos me brûle atrocement. Fichus orties. »« Et je crois que j'ai attrapé froid, » renifla Rémus. Il parvint enfin à enjamber Sirius et sortit du lit. Il se débarrassa de son pyjama et enfila en vitesse son uniforme de Poudlard. « Je n'arrive pas à croire qu'on a réussi, » murmura James en le regardant s'habiller. « Nous sommes décidément les élèves les plus géniaux de cette école. » « En attendant, on va avoir des ennuis, » dit Rémus en nouant nerveusement sa cravate rouge et jaune. « Je suis convoqué dans le bureau de Dumbledore. »« Ah oui, tu nous diras, » dit mollement James, que cette perspective ne semblait pas effrayer le moins du monde. Rémus épingla son insigne de préfet sur sa veste et sortit du dortoir. D'un pas précipité, il se rendit devant la gargouille solitaire qui marquait l'entrée du bureau de Dumbledore, ignorant les regards méprisants de certains élèves sur son uniforme rapiécé. « Crucifix !» murmura Rémus. Le seul avantage de sa condition était de pouvoir solliciter Dumbledore à tout moment, car celui-ci s'arrangeait pour lui faire parvenir le mot de passe de son bureau à chaque fois qu'il en changeait, juste au cas où. La gargouille fit un pas de côté et le mur derrière elle s'ouvrit, laissant voir un escalier mobile en colimaçon. Rémus monta sur la première marche et l'escalier tourna sur lui-même, l'amenant en douceur jusqu'à la porte au heurtoir en cuivre qui permettait d'accéder au bureau de Dumbledore. Il essaya tant bien que mal de défroisser sa chemise et d'arranger un peu sa tenue, puis il frappa. « Entrez !» dit la voix paisible et rassurante d'Albus Dumbledore. Au moment où Rémus entrait dans le bureau, son cœur bondit. Dumbledore était assis sur son fauteuil, fidèle à lui-même dans un superbe habit brodé. En revanche, la présence de 5 autres adultes à ses côtés était tout à fait inhabituelle, et celle de ses parents était même assez inquiétante. « Papa ? Maman ? Mais… » Rémus ne pensait pas les revoir avant Noël. Laia, Lupin et Espérance Howell étaient, comme d'habitude, dans un état assez pitoyable. Leurs vêtements étaient ternes et abîmés. Des ombres mauves soulignaient leurs yeux. Sa mère se tordait anxieusement les mains et le crâne de son père était de plus en plus dégarni. Et tout ça, pensa Rémus, c'était entièrement sa faute. C'était à cause de toute cette angoisse que sa condition de loup-garou engendrait chez ses parents, à cause de leurs déménagements incessants et de l'isolement qui en découlait. En voyant leurs mines encore plus défaites que d'habitude, Rémus pensa instantanément qu'il venait d'apprendre qu'il était renvoyé. Dumbledore était revenu sur sa décision, c'était évident. Maintenant qu'il avait grandi, il estimait que sa présence à Poudlard était trop dangereuse.
Ou bien le ministère avait décrété que son inscription était illégale. C'était la seule raison qui puisse expliquer pourquoi ses parents avaient été convoqués à Poudlard. Et l'Aurore aux cheveux blonds foncés assis à la droite de Dumbledore était sans doute là pour l'escorter jusqu'à chez lui sans qu'il puisse dire au revoir à ses amis. Il y avait aussi un jeune homme brun que Rémus avait déjà vu dans la Gazette du Sorcier. Et enfin, une femme plus âgée, noire de peau, que Rémus avait déjà rencontrée plusieurs fois, Eleanor Wimbley. « Rémus, mon chéri, » dit sa mère, les larmes aux yeux. « Viens, assieds-toi ici. »« Comment vas-tu, mon bonhomme ?» Son père voulut lui ébouriffer les cheveux, mais Rémus se dégagea vivement. « Qu'est-ce que vous faites là ?»« Assieds-toi, Rémus. »« Je suis renvoyée, c'est ça ? Je vais devoir quitter l'école ?» L'Aurore, aux cheveux blonds foncés, haussa les sourcils. Ses parents quittèrent un instant leur expression navrée pour prendre un air sincèrement surpris. Eleanor Wimbley échangea un regard attristé avec le jeune homme brun qui était appuyé contre la fenêtre et les yeux de Dumbledore étincelèrent derrière ses lunettes en demi-lune. « Pourquoi voudrais-tu être renvoyé, Rémus ?» demanda calmement ce dernier. « Je ne sais pas, à moins que tu aies commis quelque délit dont je n'ai pas connaissance, ta présence entre les murs de Poudlard est toujours souhaitée. Assieds-toi, s'il te plaît. » Rémus hésita un instant. Toutes ces personnes importantes réunies dans la même pièce autour de ses parents ne pouvaient lui apprendre que de mauvaises nouvelles. « Assieds-toi, mon chéri, » répéta sa mère en lui prenant nerveusement la main. Cette fois-ci, Rémus se laissa faire et s'assit entre ses deux parents. « Je suis désolée de te convoquer de façon aussi impromptue, en tout cas. On dirait bien que tu as été brutalement sorti du lit. » Rémus grimaça un sourire et haussa les épaules. Il n'était pas vraiment d'humeur à plaisanter. « Tu as toutefois raison sur un point. Les nouvelles que je souhaite t'annoncer sont loin d'être réjouissantes. Tu l'as peut-être déjà deviné, mais il s'agit de Fenrir Greyback. » Dumbledore marqua une nouvelle pause et croisa les mains sur son bureau. Rémus sentit sa mère tressaillir à côté de lui. Elle non plus n'avait jamais oublié cette nuit-là, où Fenrir Greyback s'était introduit chez eux pour le mordre et où son père ne lui avait sauvé la vie que de justesse. En tant que moldue, elle devait avoir une toute autre idée de son avenir lorsqu'elle avait accepté d'épouser un sorcier. D'après les informations du ministère, il semblerait en effet que Voldemort ait conclu un sombre pacte avec Fenrir Greyback. Il aurait recours à ses services en échange de son soutien et de sa protection. Ce qui a, tu peux l'imaginer, plusieurs conséquences fâcheuses. La première est le fait que Greyback se sent moins vulnérable et hésite donc moins à attaquer. La nuit dernière, il a attaqué et grièvement blessé une jeune fille dans l'est du pays. Non loin de chez toi, à vrai dire. « Nous allons encore déménager ?» soupira Rémus. Son père posa une main sur son épaule et sa mère étouffa un sanglot. « C'est ce que nous recommandons, en effet, » dit calmement Dumbledore. « Il serait regrettable que Fenrir Greyback retrouve votre trace grâce aux nombreux informateurs de Voldemort. Nous avons peur qu'il veuille finir le travail, » compléta Rémus avec lassitude. Eleanor Wimbley eut un nouveau regard attristé. À côté de Rémus, son père détourna le regard. La deuxième, c'est que le ministère a redoublé de vigilance à son sujet. C'est en partie une bonne nouvelle, car ils finiront peut-être, et je l'espère, par l'attraper. Cependant, et tu apprendras cela en lisant la Gazette du Sorcier de ce matin, le ministère a publié un nouveau décret stipulant que tout signe suspect au moment de la pleine lune sera considéré comme une menace et sera suivi d'enquêtes approfondies. Ce qui est assez contrariant puisque la cabane hurlante fait l'objet de plaintes régulières à ce moment précis. Afin d'assurer ta sécurité et la confidentialité de notre stratagème, j'ai donc dû prendre quelques mesures dont je voulais te faire part. Dumbledore se tourna vers l'Aurore qui se trouvait à côté de lui. « Je te présente Alastor Maugrey, qui fait partie du bureau des Aurores, » dit Dumbledore. « C'est lui qui supervisera la surveillance de la cabane pendant les nuits de pleine lune. Il s'assurera qu'aucun habitant téméraire de Préolard ne s'aventure trop près de ton abri. » L'Aurore aux cheveux blonds foncés fit un petit signe de tête en direction de Rémus. « Ne t'en fais pas, » dit-il avec rudesse. « Ton secret est bien gardé. Et voici Adam Clering, qui travaille au ministère, » poursuivit Dumbledore. « Il fera en sorte que la cabane hurlante ne fasse jamais l'objet d'une enquête. » Debout près de la fenêtre, Adam Clering se redressa à son tour. Rémus se souvenait maintenant de lui. La Gazette du Sorcier écrivait régulièrement des articles à son sujet. Ses deux parents avaient été tués dans un incendie d'origine criminelle
parce qu'il s'était opposé à de puissantes familles de sorciers, et depuis plusieurs années, Clering tentait visiblement de poursuivre ce que ses parents avaient commencé. Dès sa sortie de Poudlard, il s'était rapproché de Nobilich à l'époque où celui-ci était ministre de la magie, et avait progressivement occupé une place de plus en plus importante parmi ses conseillers. Publié à la une de la Gazette, son manifeste contre la corruption dans le monde magique avait fait grand bruit, car il y avait dénoncé plusieurs sorciers ayant fait pression sur Nobilich au ministère, dont Abraxas Malfoy, Orion Black et de nombreux habitants de la colline d'Émeraude. Adam Clering lui adressa également toute sa sympathie, mais l'attention de Rémus était ailleurs. Aussi respectables soient ses interlocuteurs, toute leur compassion l'étouffait. Dumbledore prit de nouveau la parole, expliqua à Rémus les différents sortilèges de protection qui seraient placés autour de la cabane hurlante, les nouvelles précautions à prendre, les autres personnes qu'il allait devoir contacter. Il semblait fier de montrer à Rémus qu'il avait su mobiliser toutes ses relations pour lui venir en aide. Avec une pointe de culpabilité, Rémus pensa qu'il aurait dû lui en être reconnaissant, mais qu'en réalité, il n'avait qu'une envie, partir en courant et oublier tous ces innombrables stratagèmes. Quelques années plus tôt, Rémus aurait sans doute accueilli ces nouvelles avec résignation. Mais avec l'adolescence, un sentiment de révolte s'était éveillé en lui. Tout aurait dû être si simple. Si seulement il était comme tous les autres garçons de son âge, et non un élève détraqué dont la simple présence à Poudlard provoquait tant de complications. Une fois que Dumbledore eut terminé son exposé, ses parents voulurent discuter quelques instants avec lui. Dumbledore, Eleanor Wimbley, Alastor Mowbray et Adam Clering se retirèrent à l'autre bout de la pièce pour discuter entre eux et leur laisser un peu d'intimité. Aussitôt, les parents de Rémus l'étreignirent avec force et le couvrirent de baisers. « Désolé pour tous ces chamboulements, mon chéri, » dit sa mère en l'embrassant sur le front. « Mais ne t'en fais pas, nous allons vite trouver une nouvelle maison. Eleanor a gentiment proposé de nous accueillir au pensionnat en attendant. Et pour les vacances de Noël, je resterai à Poudlard, coupa Rémus. Je préfère. » Sa mère ouvrit la bouche, mais il ne lui laissa pas le temps de parler. « J'y vais, je dois travailler, déclara-t-il. J'ai plein de devoirs à rendre. » Rémus vit qu'il leur faisait de la peine, mais il n'arrivait pas à faire autrement. « Je te raccompagne, Rémus, » dit doucement Eleanor Wimbley alors qu'il regagnait l'escalier. « J'ai quelques petites choses à te dire. » Rémus haussa les épaules. Il se sentait épuisé. Dumbledore leva l'index. « Rémus, une dernière requête me concernant. Sache que tu seras toujours le bienvenu à Poudlard. Je souhaite qu'à l'avenir tu ne doutes plus de ceci. Sommes-nous bien d'accord ?» Rémus acquiesça rapidement, assailli par la culpabilité, et suivit Eleanor Wimbley dans l'escalier. La porte au heurtoir de cuivre se referma derrière eux et l'escalier mobile se mit en mouvement pour les déposer derrière le pan de mur qui les séparait du couloir. Là, Eleanor Wimbley se plaça face à lui. Elle était vêtue d'une simple robe violette et ses beaux cheveux crépus encadraient un visage rayonnant de douceur. Rémus l'avait déjà rencontrée à plusieurs reprises. Elle avait souvent proposé à ses parents de l'héberger au pensionnat Wimbley, mais ceux-ci avaient refusé de s'en séparer et préféraient conserver l'anonymat de Rémus. C'était également elle qui avait signalé la situation à Albus Dumbledore afin qu'il fasse le nécessaire pour l'accueillir à Poudlard dans de bonnes conditions. Et depuis, elle lui rendait régulièrement visite en le convoquant discrètement dans le bureau du directeur. « Tout d'abord, je tenais à te féliciter pour ce début d'année, » dit-elle. « Albus et Minerva m'ont rapporté à quel point tu étudiais avec sérieux. » Ses yeux noirs le sondaient avec une douceur agréable, sans insistance ni compassion mal placée. « Mes amis m'aident beaucoup, » répondit Rémus. « Ils sont très intelligents. »« Tout comme toi, » ajouta Eleanor Wimbley. « Ce sont toujours ceux dont tu me parlais l'autre fois ? Sirius, je crois. Et ensuite James et Peter. » Rémus acquiesça, un peu plus détendu. Eleanor Wimbley, au moins, savait ce qui comptait vraiment à ses yeux. « Eh bien, je suis ravie de te savoir bien entourée. Je ne vais pas te retenir très longtemps, mais avant de nous quitter, je voulais te donner quelque chose. » Eleanor Wimbley écarta un pan de sa cape et en extirpa une petite fiole de cristal dans laquelle scintillait un liquide fascinant qui brillait spontanément d'une douce lueur orangée, apaisante comme un feu de cheminée. « Voici une potion qui pourrait t'intéresser, » expliqua Eleanor Wimbley. « Elle est produite par des fleurs
un peu particulière qui pousse au sous-sol de mon pensionnat. À quoi sert-elle? À guérir les plaies plus rapidement. Rémus sentit ses joues prendre une teinte cerise et rajusta son col de chemise, terriblement gêné à l'idée que ces horribles cicatrices soient visibles. « Ça ne se voit pas », dit doucement Eleanor Wimbley. « C'est Albus qui m'a parlé de cette problématique et de ta réticence à aller voir Madame Pomfresh chaque mois. Ce que je peux très bien comprendre. » Un peu moins crispé, Rémus regarda la fiole. Il eut l'impression qu'elle lui réchauffait la main. Au moment de l'ingestion, les plaies récentes se mettent à briller fortement pendant quelques minutes. Assure-toi simplement d'être discret et n'en parle à personne d'autre qu'à tes plus proches amis. Je ne veux pas que cette potion fasse l'objet de convoitises. Entendu, dit Rémus en hochant la tête. Et maintenant, avant de te laisser retourner à tes occupations diverses, je voulais simplement t'avertir qu'un de mes anciens pensionnaires était en train de chercher à fabriquer une potion qui permette aux loups-garous de conserver toute leur lucidité pendant leur transformation. Une potion Tulou. Je n'aime pas beaucoup ce nom, mais qui sait? Elle pourrait être efficace et rendre tes nuits de pleine lune plus paisibles. Ce serait formidable, dit Rémus avec sincérité. Il ne comptait plus les nuits où il se réveillait en nage, persuadé d'avoir tué ses propres parents. Je ne veux pas te donner de faux espoirs. Il faudra peut-être encore du temps avant que cette potion soit mise au point. Mais j'espère que cela te donnera des perspectives agréables. Rémus hocha la tête, reconnaissant. À bientôt, Rémus, conclut Eleanor Wimbley. Prends bien soin de toi. Derrière elle, le mur de pierre coulissa et révéla la gargouille qui leur tournait le dos. La gargouille fit un pas de côté et libéra l'espace qui permettait de regagner le couloir. Après avoir salué Eleanor Wimbley, Rémus s'y faufila et retourna d'un pas vif vers les espaces communs de la maison Gryffondor, sa petite fiole précieusement blottie dans sa main, un peu étourdi par toutes ces nouvelles informations. Au fur et à mesure qu'il se rapprochait du dortoir, son cœur s'allégea comme par magie. Et lorsqu'il entra dans la pièce remplie de lits à baldaquin tendus de draperies rouges et or, toute sa fatigue s'était envolée. En pyjama sur son lit, James et Sirius étaient plongés dans la lecture d'un exemplaire de la Gazette du Sorcier, tandis que Peter essayait d'écrire à même le sol sur un parchemin taché d'encre. « Je n'y arriverai jamais !» gémit Peter au moment où Rémus entrait. « Tu plaisantes !» se moqua James. « Tu es en train de copier sur nous !»« Eh, voilà Rémus !» Sirius s'était redressé sur le lit, un grand sourire aux lèvres. À l'endroit où il s'était brûlé avec les orties, son cou était couvert de plaques rouges et boursouflées. « Alors, ce petit rendez-vous, c'est quoi cette fiole ?» Rémus commença par leur montrer son contenu luminescent et leur répéta mot pour mot ce qu'avait dit Eleanor Wimbley. « Tu crois que ça fonctionne sur les brûlures d'ortie ?» demanda Sirius en se grattant le dos. « Je refuse que Rémus t'en donne la moindre goutte !» déclara James sur un ton chevaleresque en mettant sa main sur sa poitrine. Rémus eut un sourire amusé. Il leur fit part des inquiétudes de Dumbledore à propos de Fenrir Greyback, du fait qu'il allait devoir déménager pour la énième fois, de son intention de rester à Poudlard pour Noël, et enfin, il mentionna les différentes personnes qui avaient été témoins de leur entrevue. « Alastor Maugret ? Tu as vu Alastor Maugret ?» bondit James, les yeux brillants. « Qui est-ce » couina timidement Peter. « Tu ne le connais pas ?»« La famille Maugret est une légende !» murmura James. « Mes parents étaient amis avec ceux d'Alastor, avant qu'ils ne meurent en essayant de sauver les Clérings de cet horrible incendie. C'était il y a 20 ans, mais ils en parlent encore avec émotion. »« J'aimerais beaucoup serrer la main d'Adam Cléring, » ajouta Sirius. « Son manifeste contre la corruption dans le monde magique a fait l'effet d'une bombe il y a quelques années. Il avait cité mon père et Piscus Crabbe, et depuis, leurs comptes font l'objet de contrôles renforcés à Gringotts. Parfois, à table, je cite quelques phrases du manifeste, juste pour le plaisir de l'énerver. Ça marche à tous les coups. »« Retournons voir Dumbledore, » décida James. « Pourquoi ?» demanda vivement Rémus. « Parce que nous avons quelque chose à lui dire. »« Et quoi donc ?» Sirius, lui, avait tout de suite compris. « Il faudra compter 3 couverts de plus pour le repas de Noël, » dit-il avec légèreté. « Nous resterons avec toi pour les vacances. » Peter mit un moment à comprendre qu'il était inclus dans cette affirmation et hocha la tête pour approuver. « Inutile de nous remercier, Rémus. Ton petit discours de cette nuit était déjà de trop. »« Mais je vous ai juste dit merci, »
protesta Rémus avec un petit rire. Vous le méritez. Bon, si tu insistes. James, Sirius et Peter s'habillèrent en vitesse et ils sortirent tous les 4 du dortoir. Ils traversèrent la salle commune des Gryffondors et gagnèrent le couloir où ils croisèrent la route de Lily Evans et Mary McDonald, toutes les deux plongées dans l'édition du jour de la Gazette du Sorcier. À la une, celle-ci affichait un portrait mobile d'Adam Clearing, surplombé par les gros titres. Adam Clearing entre au Magen Mago et remet sur pied la Fondation pour l'égalité des sorciers et la protection des Moldus. « Je l'adore », disait Mary McDonald avec exaltation. « Il est si courageux pour dénoncer tous ces hommes malhonnêtes, tellement engagés dans la lutte pour l'égalité dans le monde magique. Et puis, il est si beau, regarde !»« C'est vrai qu'il n'est pas mal », concéda Lily. Les 2 jeunes filles s'éloignèrent dans le couloir, sans même remarquer les 4 garçons qu'elles venaient de croiser. James voulut faire demi-tour pour leur arracher le journal des mains, mais Sirius et Rémus le retinrent de justesse. « C'est décidé, je déteste ce type !» grogna-t-il. Sirius eut un petit rire qui ressemblait désormais à un aboiement. « Oh, regarde plutôt qui vient !» dit-il pour faire diversion. D'un même mouvement, ils tournèrent la tête vers l'extrémité du couloir. Une femme de haute taille, coiffée d'un chignon sévère, se dirigeait vers eux. Elle portait des lunettes carrées et une superbe robe vert émeraude qui ondulait au rythme de ses pas. « Le professeur McGonagall !» murmura James avec adoration. Tous les 4 s'écartèrent avec cérémonie pour la laisser passer. Comme d'habitude, elle semblait préoccupée mais prenait tout de même la peine d'observer les élèves avec attention. « Bonjour, professeur », dirent James et Sirius, la bouche en cœur. Le professeur McGonagall tourna la tête vers eux et ralentit légèrement le pas. « Bonjour, Potter. Bonjour, Black, » dit-elle avec un mélange d'amusement et de méfiance. « Bonjour, Lupin, et bonjour, Petit Gros. »« Votre robe est vraiment superbe, » claironna James. Cette fois-ci, le professeur McGonagall s'arrêta complètement. « Je vous remercie, Potter. Mais dites-moi tous les 4, il me semble que vous avez un devoir de métamorphose important à me rendre lundi, n'est-ce pas ? Vous avez peut-être mieux à faire que de rester planté là à commenter les tenues des passants. » Elle avait parlé avec froideur, mais ils étaient certains d'avoir vu un sourire naître au coin de ses lèvres. « Quant à vous, Potter, ne devriez-vous pas être sur le terrain de Quidditch afin de vous préparer au match de la semaine prochaine ? » « Vous avez tout à fait raison, professeur. Nous y allons de ce pas, » renchérit James. « Et pour le match, ne vous en faites pas, je n'en ferai qu'une bouchée, comme d'habitude. Mais j'y compte bien, Potter. » Le professeur McGonagall leur fit un signe de tête et poursuivit son chemin, faisant onduler derrière elle sa longue robe de velours vert. « Elle est folle de nous, » affirma James en la regardant s'éloigner. « Si elle savait ce qui s'est passé cette nuit, » gloussa Sirius. « J'ai tellement envie de lui dire, » dit rêveusement James. « Dites-moi, professeur, saviez-vous que nous faisions désormais partie du même club ? » « Partons d'ici avant que vous n'ayez d'autres mauvaises idées de ce genre, » sourit Rémus. Tout en riant, ils se rendirent dans le couloir où se trouvait la gargouille qui gardait l'entrée du bureau de Dumbledore. « Ton frère a battu les serres d'aigle à plate couture l'autre jour, » dit James à Sirius. « Il a attrapé le vif d'or en quelques minutes à peine. Ça m'a fait mal de l'admettre, mais il est plus doué que je ne le pensais. »« Je compte sur toi pour l'écraser la semaine prochaine, » dit Sirius avec mépris. « Silence !» coupa Rémus. Il se trouvait devant la gargouille qu'il cherchait. À voix basse, Rémus prononça le mot de passe pour la 2e fois de la journée. La gargouille les laissa passer, et ils se tassèrent tous les 4 sur une marche de l'escalier mobile qui les amena devant la porte au heurtoir de cuivre. De là, ils pouvaient entendre des voix masculines s'échapper du bureau. « Chut !» chuchota Sirius en posant un doigt sur ses lèvres. « Écoutons-les. »« On ne devrait pas. »« Juste une minute, » chuchota James à son tour. Sans un bruit, ils collèrent 4 oreilles sur la porte et distinguèrent progressivement plusieurs voix discuter avec animation. « Clearing, toutes mes félicitations, » dit la voix paisible de Dumbledore. « J'ai vu que la grande nouvelle avait éclaté. »« Non sans heurts, » grogna Maugret. « Les Collinards ont failli déclencher une émeute au ministère. »« Vraiment ? Cet imbécile de Parkinson a fait apparaître des flammes factices juste derrière moi, » dit Adam Clearing avec amertume. « J'ai eu la peur de ma vie.
Je n'ai même pas pu finir mon discours. J'étais sûre que ce serait risqué, dit la voix inquiète d'Eleanor Wimbley. Adam, promets-moi que tu feras attention. Ne t'en fais pas, Léane. Alastor assure ma protection. Qui d'autre était présent lors de l'investiture? Demanda Dumbledore intéressé. Oh, la petite bande habituelle. Note, Rosier, Selwyn. Malfoy n'était pas là en revanche, et les jumeaux Crabbe non plus. Sirius fit une petite grimace. Autant de noms qu'il connaissait par cœur, autant de jeunes gens que sa famille aurait souhaité qu'il fréquente. On dirait qu'ils se soucient de moins en moins des conséquences de leurs actes, remarqua Dumbledore. Ou bien, dans le cas de Malfoy, qu'ils se désintéressent de ce qui se joue au ministère. Mes amis, je crains fort que tous ces sorciers ne soient en passe de se joindre à Lord Voldemort. C'est aussi mon avis, dit sombrement Adam Clering. Attendez une seconde, dit brusquement la voix de Maugrey. James, Sirius, Rémus et Peter entendirent un raclement de chaises. Ils n'eurent pas le temps de s'écarter de la porte. Celle-ci s'ouvrit en trombe et, déséquilibrés, ils chutèrent en avant au pied d'Alastor Maugrey qui pointait sur eux une baguette menaçante. « Oh, excusez-nous !»« Mais c'est votre baguette, Maugrey, » dit tranquillement Dumbledore. « Ce ne sont que des élèves. » Les 4 garçons se relevèrent et époussetèrent tant bien que mal leurs uniformes. « Bonjour, Mr. Maugrey, » dit James en inclinant la tête devant l'aurore. « Mes parents me parlent tout le temps de vous. »« Tes parents ?»« Oui, Euphemia et Flimont Potter. » Rémus sourit discrètement. James était intimidé, ce qui était extrêmement rare. Quant à Maugrey, il se détendit légèrement, mais sa baguette était toujours pointée sur eux. « Bonjour, Mr. Clering, » osa dire Sirius. « Mes parents parlent souvent de vous aussi, en mal. Mais je les contredis toujours. » Adam Clering le remercia de bon cœur, et Eleanor Wimbley leur sourit avec tendresse. Derrière la barbe argentée de Dumbledore, son expression était difficilement lisible, mais ses yeux bleus étincelaient de malice derrière ses lunettes en demi-lune. « C'est pour ça que vous êtes là ?» grommela Maugrey. « Pour lui demander des autographes ?»« Non, » se défendit Sirius. « Nous voulions simplement parler au professeur Dumbledore. Nous avons quelque chose à lui dire, à propos des vacances. »« Je crois savoir de quoi il s'agit, » dit Dumbledore avec amusement. « Je note donc vos noms dans la liste des élèves présents aux vacances de Noël. N'oubliez pas de demander à vos parents de m'envoyer un hibou. Mais, pour toi, Sirius, la situation étant un peu particulière, je demanderai à ton ancêtre de les avertir de ta décision, et je ferai le nécessaire pour qu'ils ne s'y opposent pas. » Et Dumbledore inclina la tête vers le portrait de Phineas Black, son arrière-arrière-grand-père, qui avait été directeur de Poudlard environ 1 siècle plus tôt. Un autre portrait de lui était exposé au 12 Square Grimoire, ce qui lui permettait de voyager entre les deux et de rapporter à la famille Black tout ce qu'il entendait. « Merci, » dit Sirius reconnaissant. Dans le bureau, les 4 garçons s'échangèrent des sourires complices. Seul Alastor Maugrey ne semblait pas apprécier ce qu'il se passait. « Quoi qu'il en soit, je n'aime pas les oreilles indiscrètes, » grogna Maugrey. « Qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas répéter tout ce que vous venez d'entendre ? Vous allez être obligé de me croire sur parole, Alastor, » dit Dumbledore sur un ton léger. « Malgré leur espièglerie, ces 4 garçons ont toute ma confiance. »« Il n'empêche, » insista Maugrey. « Ces gamins vont s'attirer des ennuis. Vous devriez leur donner une retenue, afin qu'on ne les y reprenne plus. »« Non, » couina Peter. « Ça ne changera pas grand-chose, » dit James en haussant les épaules. « Nous en avons déjà plusieurs par semaine. »« J'ai peut-être une autre idée, » sourit Dumbledore. « Attendez. Oui, la date devrait convenir à Rémus. » Il fit un clin d'œil à Eleanor Wimbley, puis s'adressa de nouveau aux 4 garçons qui se tenaient face à lui. « Le pensionnat Wimbley recherche des volontaires énergiques pour une célébration qui approche à grands pas. J'espère que vous aimez le babysitting, messieurs.